Voici le cours sur la modification de la biodiversité au cours du temps, troisième partie du thème 1 du programme de seconde. Au sein d'une population, tous les individus d'une même espèce ne se ressemblent pas. Les caractères que présente chaque individu dépendent des gènes qu'il possède. Ainsi, la modification de ces gènes par des mutations entraîne la formation de nouveaux allèles et donc l'apparition de nouveaux caractères. L'ensemble des allèles existants pour chaque gène et la fréquence à laquelle ils apparaissent dans les différents génomes représentent la diversité génétique de l'espèce. Ce sont donc les mutations qui permettent l'apparition de nouveaux caractères. Mais encore faut-il que cette mutation se transmette à la descendance pour qu'elle apparaisse peu à peu dans la population. En effet, si une mutation apparaît chez un individu, mais que celui-ci ne se reproduit pas, alors la mutation est perdue. A l'inverse, si cet individu mutant transmet sa mutation à sa descendance, alors la mutation est conservée. On a alors une diversité génétique qui s'installe dans la population. Comment la diversité génétique des populations peut-elle conduire à l'évolution des espèces ? Plusieurs processus d'évolution d'une population ont été mis en évidence par les scientifiques. Nous allons ici présenter deux de ces processus. Le premier est la sélection naturelle, le second sera la dérive génétique. La sélection naturelle fut mise en évidence par un scientifique anglais du nom de Charles Darwin. Darwin était un naturaliste, et son travail consistait à faire l'inventaire de toutes les espèces qu'il rencontrait. Dans les années 1800, il participa à une expédition dont le but était de faire le tour du monde à bord d'un bateau, le Beagle. Durant un arrêt sur l'île des Galapagos, il observa que les pinsons présentaient des morphologies très différentes alors que ceux-ci appartenaient à la même espèce. Il chercha alors l'origine de ces différences. Et c'est en 1854, dans son livre L'origine des espèces, que Darwin proposa une explication. Pour lui, les variations morphologiques des pinsons des Galapagos étaient dues à un seul phénomène, la sélection naturelle. Tentons ensemble d'expliquer cette théorie à partir d'un exemple plus actuel, celui de la phalène du bouleau. La phalène est un papillon qui vit sur les bouleaux, des arbres dont le tronc est naturellement blanc. Le gène codant pour la couleur des phalènes est présent sous différentes versions dans la population. On observe alors un premier allèle qui entraîne une couleur blanche et un second qui entraîne une couleur noire. Au début du siècle dernier, le développement de l'industrie a entraîné une forte pollution qui a fait noircir les troncs des bouleaux. En temps normal, c'est-à-dire lorsque les troncs des bouleaux sont blancs, les phalènes blanches sont mieux camouflées et donc moins repérables par leurs prédateurs, les oiseaux. En revanche, lorsque la pollution a noirci le tronc, ce sont les phalènes noires qui se retrouvent avantagées par rapport aux phalènes blanches. À cause du changement de couleur des troncs, on a observé que le nombre de papillons blancs a progressivement diminué, tandis que le nombre de papillons noirs a lui progressivement augmenté. En 1938, des mesures visant à diminuer la pollution a entraîné un retour progressif des bouleaux à tronc blanc. Les phalènes blanches se sont de nouveau retrouvées les mieux camouflées, et les phalènes noires sont alors devenues plus repérables. On a donc observé une augmentation de la fréquence des papillons blancs et une diminution de la fréquence des papillons noirs. Dans les deux cas, on observe que le papillon le mieux camouflé voit sa population augmenter, tandis que le papillon le moins bien camouflé voit sa population diminuer. Faisons un bilan sur la théorie de la sélection naturelle. On a au départ une diversité d'allèles. Dans notre exemple, nous avions des allèles permettant la formation de papillons noirs et des allèles permettant la formation de papillons blancs. Cette diversité d'allèles est amenée par une mutation. On a au départ un allèle qui va subir une mutation, entraînant alors la formation d'un nouvel allèle. On a donc l'apparition de nouveaux caractères chez l'individu. On observe alors la survie des individus les mieux adaptés à leur milieu, c'est-à-dire ceux qui portent les allèles les plus avantageux. Dans notre exemple, les individus les mieux adaptés étaient ceux qui étaient le mieux camouflés. Les individus qui survivent le mieux ont donc plus de chances de se reproduire, et donc de transmettre leurs allèles avantageux à la descendance. Les allèles avantageux vont alors être transmis de génération en génération,
et les allèles qui sont désavantageux vont être perdus. On va donc avoir une augmentation de la fréquence des allèles avantageux. Il y a donc pour chaque individu un certain nombre de contraintes du milieu. Ces contraintes peuvent être en rapport avec l'habitat, ou avec les prédateurs, ou la nourriture, ou tout simplement le fait de pouvoir trouver un partenaire sexuel pour la reproduction. Les individus les mieux adaptés à ces contraintes à un moment donné vont alors connaître un succès reproductif par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'ils pourront se reproduire plus. Du fait de ce succès reproductif, on a une transmission favorable aux allèles avantageux. La sélection naturelle permet donc l'évolution des fréquences alléliques en fonction du succès reproductif. Passons maintenant au second mécanisme évolutif, la dérive génétique. Prenons l'exemple du perroquet. Il existe chez les perroquets de nombreuses couleurs différentes. Si l'on prenait 4 perroquets de chaque couleur et qu'on les laissait se reproduire pendant 3 ans dans une cage, c'est-à-dire à l'abri de toutes les contraintes de la sélection naturelle, il nous serait impossible de prévoir le nombre de perroquets de chaque couleur que l'on aurait après ces 3 ans. Regardons ensemble l'évolution d'une population dans laquelle on aurait 3 perroquets rouges, 3 perroquets verts et 3 perroquets jaunes. Parmi ces individus, certains vont se reproduire et d'autres non. On ne peut pas prévoir à l'avance qui va se reproduire et combien il va avoir de petits. Le nombre et la couleur des individus que l'on aura à la génération suivante est donc dépendant du hasard. Dans cet exemple, on considérera que à chaque génération, seuls 5 individus vont se reproduire une seule fois. À partir de notre population de départ, un premier individu rouge va se reproduire et avoir 3 petits. Un deuxième individu rouge va se reproduire et avoir 2 petits. Un individu jaune va se reproduire et avoir 2 petits. Un individu vert va se reproduire et avoir 3 petits. Enfin, un individu rouge va se reproduire et lui n'avoir qu'un seul petit. Les effectifs observés à la génération 1 sont donc différents de ceux de la population de départ, puisque l'on a maintenant 6 individus rouges, 2 individus jaunes et 3 individus verts. Les perroquets de notre génération 1 vont ensuite se reproduire à leur tour, et un individu rouge aura 2 petits, un individu jaune aura 3 petits, un individu vert aura 2 petits, un autre individu vert aura 3 petits, enfin un individu rouge aura lui 2 petits. Les effectifs présents à la génération 2 ont donc de nouveau évolué, puisque nous avons maintenant 4 individus rouges, 3 individus jaunes et 5 individus verts. Enfin, cette deuxième génération va elle aussi se reproduire, et 2 individus rouges auront chacun 3 petits, un individu vert aura 3 petits, un autre individu vert aura 3 petits, et enfin un individu rouge aura seulement 2 petits. Après cette dernière phase de reproduction, nous avons donc 8 individus rouges, 0 individu jaune et 5 individus verts. Aucun des individus jaunes de la génération 2 n'a pu se reproduire. On a donc une disparition des perroquets de couleur jaune dans la génération 3. En 3 générations seulement, par le fait du hasard dans le choix des individus qui se sont reproduits, ainsi que dans le nombre d'individus qu'ils ont engendrés, on a une population dont la diversité génétique ainsi que le nombre d'individus a évolué au cours du temps. On ne peut donc pas prévoir l'évolution de la composition génétique d'une population, puisque celle-ci évolue de manière aléatoire. Donc, même lorsque les allèles ne confèrent pas un meilleur succès reproducteur, on a une évolution des fréquences alléliques due au hasard, et c'est ce que l'on appelle la dérive génétique. On a donc dans les populations une diversité génétique causée par la présence de différents allèles. Certains mécanismes évolutifs, comme la dérive génétique ou la sélection naturelle, permettent une modification de la diversité de ces allèles. La dérive génétique et la sélection naturelle modifient sans cesse les populations et sont à l'origine de leur grande diversité. Lorsque la diversité est si grande que les individus deviennent incapables de se reproduire avec ceux de la population d'origine, on a alors une nouvelle espèce. La dérive génétique et la sélection naturelle sont donc deux moteurs essentiels de l'évolution,
puisqu'ils permettent une modification de la biodiversité qui peut aller jusqu'à la création de nouvelles espèces. Nous voici arrivés à la fin de ce cours sur les modifications de la biodiversité au cours du temps. Je vous invite maintenant à réaliser votre fiche d'exercice. Bon courage!